Nous allons voir maintenant que grâce aux lois cinétiques, on va pouvoir étudier les performances et prédire les performances des différents réacteurs idéaux. Alors, prenons tout d'abord le cas du réacteur parfaitement agité fermé. Donc ici, j'ai repris le bilan qu'on écrit sur n'importe quelle espèce J lorsqu'on a une seule réaction qui a lieu dans le réacteur. Alors, on va s'intéresser à notre réactif A avec un coefficient stoichiométrique -1. Du coup, le bilan qui est écrit ici se traduit par un moins RV égale D2Na sur dt. Alors, je vais supposer que le volume reste constant et du coup, je vais pouvoir diviser par le volume ici et donc faire apparaître la concentration en espèce A. Donc, du coup, je vais avoir moins R égale d de Ca sur dt. Ce Ca, je peux l'écrire aussi Ca0 1 moins Xa pour faire apparaître le taux de conversion. Et du coup, je vais pouvoir écrire, donc en prenant la dérivée, évidemment, le terme constant va disparaître. Je vais pouvoir écrire que moins R est égal à moins Ca0 d de Xa sur dt. Et ça, je peux l'intégrer. Donc un dt, ça va être Ca0 sur R d de Xa. Et ça, quand je vais l'intégrer, ça va me permettre de remonter au temps nécessaire pour réaliser cette conversion afin d'atteindre un taux de conversion final, on va dire grand F comme ça pour final. Voilà. Donc on voit que finalement, le temps de réaction, c'est l'intégrale de cette courbe Ca0 sur R. Or, cette courbe Ca0 sur R, elle ne dépend que de la loi de vitesse. On va expliciter le petit r qui apparaît ici au dénominateur en fonction du taux de conversion. On va pouvoir tracer la courbe et par intégration, on pourra remonter au temps nécessaire pour réaliser la réaction dans ce réacteur fermé. Voyons maintenant ce qui se passe dans un réacteur parfaitement agité, ouvert, et on va supposer qu'il fonctionne en régime permanent. Donc à nouveau, je m'intéresse au réactif A qui a un coefficient stoichiométrique -1. Donc je vais pouvoir traduire le bilan qui est écrit ici comme étant la même chose que FA0 moins RV égale FA0 1 moins XA à la sortie. Le flux à la sortie, c'est FA0 1 moins XAS. Alors, toujours même chose, je vais supposer que j'ai un débit volumique constant dans mon réacteur qui va me permettre donc de diviser par ce débit volumique et de faire apparaître ici des concentrations et ici un temps de passage. Donc au final, sur mon réacteur parfaitement agité, le temps de passage, il est égal à, alors je vais pouvoir simplifier ici le terme qui arrive là avec celui-là. Il va me rester donc moins R taux égale moins FA0 XAS ou encore CA0 XAS. Donc du coup, j'ai mon CA0 sur R fois XAS. Alors, ce qu'on remarque, c'est que comme on travaille dans un réacteur parfaitement agité, ce terme-là, c'est aussi la valeur en XAS, puisqu'à l'intérieur de mon réacteur parfaitement agité, j'ai la même valeur qu'au niveau de la sortie. Donc finalement, si on essaye de faire toujours cette comparaison avec un graphique CA0 sur R en fonction de XA, eh bien je vais prendre, supposons que ce soit une courbe quelconque, je vais prendre la valeur de CA0 sur R en XAS et je vais multiplier par XAS. Donc finalement, ce produit-là, c'est tout simplement l'aire de ce rectangle-ci. Ensuite, cas du réacteur piston en régime permanent, ouvert en régime permanent. Donc pareil, je reprends mon bilan. Je vais supposer que je vais l'écrire pour le réactif A qui a un coefficient stoichiométrique qui est égal à -1. Je vais aussi supposer que mon débit volumique est constant. Et donc je vais écrire que moins R dV est égal à D de FA qui est aussi égal à moins FA0 dXA. Et je peux à nouveau diviser par QV tout ça pour faire apparaître
ici un D taux et ici un CA0. Donc du coup, je vais pouvoir avoir D taux qui est égal à CA0 sur R dXA que je vais pouvoir intégrer pour obtenir le temps de passage dans mon réacteur piston pour un taux de conversion souhaité XAS en sortie de ce réacteur piston. On voit qu'on a une parfaite similarité entre ce qu'on a sur ce réacteur piston en régime permanent et ce qu'on avait eu sur le réacteur parfaitement agité fermé. On avait exactement la même écriture, sauf que là, on déterminait un temps de réaction en discontinu, alors qu'ici, on détermine un temps de passage correspondant au fonctionnement en continu dans le réacteur piston. Et donc, de la même manière, on voit bien que le temps de passage dans mon réacteur piston, ça va être l'intégrale sous la courbe CA0 sur R entre 0 et XAS. Alors, voyons maintenant comment on va représenter ça graphiquement. Donc, c'est aussi un graphique qu'on appelle le Levenspiel plot, puisque c'est lui qui l'avait proposé la première fois. Donc, je vais prendre différents cas de figure de cette courbe CA0 sur R en fonction de XA. Premier cas de figure courant, on va avoir une courbe qui est monotone croissante. Dans ce cas-là, si j'ai une courbe monotone croissante, eh bien, je vais avoir le temps de passage dans le réacteur piston qui va être l'air sous la courbe. Donc ça, c'est le temps de passage dans le réacteur piston. Ça serait aussi le temps nécessaire pour réaliser l'opération dans un réacteur fermé. Et puis, je vais avoir l'air du rectangle, comme ceci, qui va correspondre au temps de passage dans le réacteur parfaitement agité. Donc on voit très clairement ici qu'à partir du moment où on a une courbe CA0 sur R en fonction de XA qui est monotone croissante, eh bien dans tous les cas, le temps de passage dans le réacteur piston sera plus faible que dans le réacteur parfaitement agité pour obtenir un XAS donné. Donc du coup, on aura un réacteur piston qui aura un volume moins important et donc en général, ce sera plus intéressant en termes d'investissement. Deuxième cas de figure, je vais avoir une courbe qui présente un minimum. C'est un cas assez courant pour les cinétiques, disons, assez classiques. Alors, donc, si j'ai une courbe qui présente un minimum, je peux avoir mon XAS qui se retrouve être soit avant ce minimum, soit après. Donc ici, on prend le cas où on a le XAS qui se trouve avant le minimum. Donc on a toujours le temps de passage dans le réacteur piston qui est l'air sous la courbe, et le temps de passage dans le réacteur parfaitement agité, qui va être l'air du rectangle, comme ceci. Et donc cette fois, on voit que tant qu'on est dans une zone où la courbe CA0 sur R est décroissante, eh bien ce sera le réacteur parfaitement agité qui sera le plus intéressant, en tout cas qui aura le volume le plus faible. Et puis si on a toujours une courbe CA0 sur R qui présente un minimum, mais avec le XAS qui se trouve après ce minimum, eh bien on va avoir toujours pareil, le même principe. Le temps de passage dans le réacteur parfaitement agité, ça sera l'air de ce rectangle-là, alors que le temps de passage dans le réacteur piston, ça sera l'air sous la courbe pour arriver au même XAS. Donc ça sera ceci. Et donc du coup, quand on est dans cette situation, une courbe avec un minimum et le XAS qui se trouve après le minimum, il n'y a pas de réponse générale. Sur l'exemple que je viens de dessiner, on voit que globalement, quand même, l'aire qui se trouve ici est sensiblement plus petite que ce qu'on a ici. Donc sur cet exemple, le réacteur parfaitement agité aura un volume plus grand. Mais dans d'autres cas, selon la forme de la courbe, selon la position du XAS, ça pourra être l'inverse. Donc on pourra avoir soit le réacteur parfaitement agité qui sera plus intéressant, soit le réacteur piston. Et vous verrez même à l'occasion de certains exercices qu'on peut même faire encore mieux. Vous découvrirez ça plus tard. Donc vous voyez que grâce à cette représentation graphique, le Levenspiel plot, la courbe CA0 sur R en fonction de XA, on va être capable de prédire quel sera le réacteur le plus petit juste en connaissant la loi de vitesse.